Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 94 de Kingdom ou Kingdom. On se rapproche petit à petit du chapitre 500 et un chapitre fort intéressant vu qu'il va totalement nous prendre à contre-pied par rapport à la fin du précédent. Donc on avait vu que ça commence à partir dans tous les sens avec les préparatifs en vue de la grande conquête de la Chine par l'état de Qin. Et un point important, alors certains vont dire ouais l'auteur met un petit peu la charrue avant les bœufs, mais quand même c'est un point important à s'occuper, surtout quoi, on s'y attendait pas du tout. Moi j'aime bien être surpris et franchement ce chapitre m'a surpris. Même si encore une fois j'ai pas encore tout à fait fini le regard. Alors il y a peut-être moyen qu'on parte en semi-live, de toute façon ce sera marqué dans le titre si je pars en semi-live à un moment donné. Je me suis arrêté à peu près à la moitié de la lecture de chapitre, après voilà, peut-être que je continuerai progressivement, de toute façon vous savez pour Kingdom comment je fais, j'aime bien faire point par point pour être sûr de rien oublier. Et donc là, directement, on va un petit peu parler de notre cher Shobun-kun, donc, ouais, qui est très actif en ce moment, et donc on le voit directement, début de chapitre, donc se pointer dans une cellule. Alors, dans une cellule, qui peut-il bien aller voir? Ryofui? Non, Ryofui, non, de toute façon ça collait pas. Non, pour être tout à fait honnête avec vous, au début je pensais à un certain personnage, mais voilà, ça aurait pas été logique, mais je sais pas, de dos, il m'a fait penser à quelqu'un. Bon, j'ai pensé à Iyu, le Iyu du début du manga, le Iyu, l'ami d'enfance de Shin, qui est le sosie de Heisei. D'ailleurs, j'espère qu'un jour on aura une réponse par rapport à ça, parce que ça me perturbe tout le temps. Je trouve que ce sera le grand mystère de Kingdom qui sera non résolu, ou alors le vrai, le vrai Heisei est mort et c'est Iyu qui l'a remplacé. Enfin, imaginez, ça serait complètement ouf, enfin, voilà, depuis tout ce temps-là, que Iyu du coup fasse genre qu'il a Heisei. Enfin, ça pourrait faire l'objet d'une bonne théorie, ça. Alors, ça, ailleurs. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça pourrait être une théorie un peu what the fuck. Faut bien le reconnaître, mais franchement, ça pourrait être sympa. Bref, de toute façon, c'est pas le sujet de la review. Et donc finalement, on a appris que c'était bien Rishi, donc un des quatre piliers de notre cher Ryofui. Donc voilà, Saitaku est mort. Il reste donc Mobu et puis Shueikun, donc qui sont ralliés à Heisei. Voilà, Mobu de toute façon il a combattu à la bataille de la porte de Kankoku pour défendre le royaume, pour défendre Heisei, alors que Ryofui s'en foutait un petit peu. Voilà, Shiriboku avait réussi à conquérir Kin et se serait arrangé pour passer un petit marché avec lui. Donc voilà, il n'y a pas trop à flipper, même si pour Mobu, son allégeance peut changer à un moment donné. Enfin, tant que Ryofui est encore vivant, pour moi c'est pas, voilà, c'est encore un petit peu en balance, tandis que pour Shoeikun, voilà, c'est clair, net et précis, il a bien dit qu'il quittait Ryofui. Même pour Saitako, jusqu'à ces derniers instants, c'est vrai que voilà, même si c'était un petit peu raviboché avec la reste de la faction de Sai, voilà, c'était passé, puis maintenant, voilà, ça sera plus un enjeu. Et puis donc reste Rishi qui convoitait, comme on le sait tous, un titre, un siège de chancelier. Donc voilà, vu que ça, il y a eu la vache des chanceliers donc récemment, surtout avec Ryofui qui avait été destitué, surtout avec le coup d'état qui préparait et tout, et puis ces menaces, voilà, les gars, à l'encontre de Heisei, surtout par rapport à son couronnement, tout ça, enfin, voilà, je peux vous faire toute l'histoire. Et donc finalement, il avait été pas mal dégoûté quand Shobun-kun avait été promu chancelier de la gauche à la place, enfin, quand Shobun-kun avait été promu tout simplement chancelier, voilà, alors que pour lui, c'était lui qui en était qu'au lieu de simplement le devenir. Et donc là finalement Shogun-kun va quand même aller le retrouver vu qu'il a pas trop le choix. Et directement cette décision il a décidé de la prendre au moment en fait où il parlait avec Shishi, donc enfin Shishi, pas Shishi de Dragon Ball, hein, Shishi, un ancien justement membre de la faction de notre cher ah punaise j'oublie tout le temps son nom à celui-là, le frère de Heisei qui a trépassé, désolé, voilà, les puristes vont certainement me tomber dessus, j'oublie tout le temps son nom, voilà, Seikyu, oui, désolé, j'ai eu un petit trou de mémoire. Non mais ils ont tellement de noms différents. En plus là sur le wiki c'est marqué Seikyu, alors que moi j'ai toujours vu écrit Seikyu tout attaché, enfin bref, pour ça m'avait un petit peu échappé. Donc ouais, il faisait partie de sa faction, même si voilà, sur la fin Seikyu, d'ailleurs Seikyu ça aussi, il mériterait une vidéo entière dédiée à lui, tellement ce personnage est complexe et était intéressant. Et franchement, elle a eu une fin mais magnifique. Franchement, dites-moi ce que vous pensez encore une fois dans les commentaires, même si je sais que ça commence à dater un petit peu, mais franchement, voilà, Seikyu, c'était un bon gars, t'inquiète, c'était mon gars sûr. Et donc, finalement, pour en revenir par rapport à Rishi, voilà, punaise, pas par rapport à Rishi, par rapport à Shi, voilà. C'est ça qui est chiant. En plus, les deux persos, ils se ressemblent, ils ont pratiquement la même tête, à la différence que Shishi, il a une petite barbiche, voilà, un petit peu la Shueikun, comme les trois quarts des persos de Kingdom, tandis que Rishi, lui, il a une barbiche un petit peu plus épaisse, et puis coupée net, un peu comme Shogun-kun. Voilà, c'est ce qui va un petit peu de les distinguer. Et donc voilà, surtout qu'ils ont un prénom assez proche. Et donc Shishi, donc voilà, comme lui demandait Shobun-kun, donc il lui disait, est-ce que tu penses être le plus grand légaliste du royaume, tant que Saitako est mort, voilà, parce qu'il disait ça au moment, enfin il parlait de ce sujet-là au moment des funérailles de Saitako, donc Saitako qui a eu le droit quand même à des funérailles nationales, ce qui n'est pas rien quand même, voilà, faut bien le souligner, enfin c'était quand même un perso important, il a été salué par tous les grands royaumes, voilà, tous les royaumes ont rendu leur hommage par rapport à Saitako, donc preuve voilà, qu'il était respecté au-delà donc des frontières de Qin, surtout qu'il n'était pas de Qin à la base, bon c'est pas le sujet.
Et puis même voilà, il avait rejoint la faction de Rio Fui sur la fin, voilà, il avait vraiment réussi à arranger un petit peu la sauce, donc voilà, par rapport à Issei, et puis en présentant les différents rois. D'ailleurs, Shi et puis Shogun Kun divergent par rapport à ce qu'il a le plus réussi à contribuer par rapport à Qin. Pour Shogun Kun, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est le fait d'avoir amené le roi de Qi, tandis que pour Shishi, lui, c'est plus d'avoir amélioré les relations avec différents royaumes, donc voilà, comme quoi ils sont un petit peu, il y a aussi sont divergents, mais en tout cas, ils sont d'accord sur un truc, c'est que Saitako aurait vraiment été utile au royaume. Et c'est dommage qu'il n'aurait pas vécu plus longtemps pour essayer de modifier et d'instaurer une loi durable quand l'intégralité des royaumes aurait été conquis par Qin. Et donc, le but maintenant pour Shogun va être de trouver un légaliste, peut-être pas du même acabit que Saitako, vu que c'est pratiquement impossible à trouver dans Qin à l'heure actuelle, mais de trouver quelqu'un, voilà, de trouver son digne successeur, son digne héritier qui pourrait essayer donc de créer et d'appliquer une loi qui pourrait concorder avec tous les royaumes une fois que la conquête aura été effective, voilà, pour que la paix, une paix durable puisse être imposée sur l'intégralité de la Chine unifiée. Et donc, il va poser la question qui tue à Shishi, donc quoi, qui lui aussi est légaliste, il va lui dire, est-ce que tu penses voilà, être cette personne-là, est-ce que tu penses être le meilleur légaliste de tout l'état de Qin à l'heure actuelle? Et donc, il lui dit, dans un premier temps, il dit, je pense que oui, mais en fait, non. Voilà. Enfin, non, malheureusement, je le suis pas. Il y en a un qui est encore plus, encore plus cultivé, qui a encore plus d'expérience que moi. Et c'est bien entendu Rishi qu'on retrouve ici, et donc, voilà, auquel Shogun va venir s'adresser. Alors oui, je dis un petit peu, mais la charrue avant les bœufs, parce qu'il faut peut-être déjà commencer à conquérir l'intégralité de la Chine avant de commencer à penser un petit peu à la législation, à penser à l'après, même si entendu il faut quand même y penser. Mais là, la guerre n'a même pas encore commencé, la conquête n'a même pas encore commencé. Enfin là, t'as encore le temps, tu seras en pleine conquête là. Oui, ça collerait bien, mais encore une fois, c'est voilà, mieux vaut prévenir que guérir, donc c'est pas plus mal de commencer maintenant. Et puis s'il y a vraiment un gros projet à mettre en place, autant s'y prendre dès le début de la conquête pour pouvoir réussir à l'appliquer au fur et à mesure des conquêtes, voilà, d'essayer d'appliquer cette loi aux différentes contrées. Contrées vaincues, contrées soumises, contrées assimilées par l'État de Qin, assimilées à cette Chine unifiée dont rêve Heisei. Et là où ça va être intéressant, c'est que directement, voilà, Rishi va lui dire que pour lui, c'est possible de mettre ça en place, mais que voilà, ce modèle-là pourrait pas être durable, donc il va pas lui donner sa solution miracle, mais bon, vu que lui, il continue un petit peu d'étudier, puis voilà, de trafiquer un petit peu, enfin de trafiquer, d'élaborer les différentes lois, voilà, vu en tant que légaliste et puis en tant que comme de science et comme pensant, voilà, surtout que Saitako a été un petit peu, je pense, son maître à penser, enfin, en tant que deux membres des quatre piliers de Ryofui, voilà, ils ont dû s'entretenir plus d'une fois, et voilà, ils doivent assez bien se connaître. Et c'est pour ça de cette façon-là, il peut être aussi le digne successeur de Saitaku, de ce point de vue-là, comme Shoei-kun d'ailleurs, même si Shoei-kun est plus stratège militaire, mais voilà, on voit qu'ils peuvent être assez liés. Et puis de toute manière, voilà, comme Shogun Kun lui dit, j'aurais pu essayer de penser à Shoei-kun, mais c'est vrai qu'il n'aurait pas été le plus approprié par rapport à ça, vu que lui, il est plus, c'est plus tout ce qui touche au côté militaire qui est voilà, tout simplement son hobby, qui est un petit peu sa spécialité. Et surtout, voilà, même avec la conquête de la Chine, il sera trop occupé pour essayer de penser à une législation, pour essayer de penser à quelque chose qui sera viable pour l'après-conquête. Donc, mieux vaut prendre quelqu'un qui est un petit peu à part de toute cette conquête-là, mais qui a les connaissances et qui a le recul nécessaire pour pouvoir essayer d'élaborer une sorte de législation, d'ensemble de lois pour cette Chine unifiée, et de Rishi est le candidat, encore une fois, tout désigné. Et d'ailleurs, un point que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre, donc voilà, avec Rishi, donc qui s'est un petit peu reculé, donc voilà, après, vu qu'il était encore un des anciens membres de Ryofui, il avait été enfermé. Donc je pense que Shogun Kun, voilà, est venu négocier un petit peu sa libération avec lui, surtout quoi, il est venu, c'est une mission tout à fait officieuse, il a pas averti les officiers et tout. D'ailleurs, il le dit bien aux gardes au début, voilà, faites sortir tout le monde et tout, je vais être seul en entrevue avec lui, voilà, parce qu'il a peur aussi, je pense, de ce que Heisei pensera s'il se fait découvrir ici. Et puis donc finalement, t'as Rishi quand même qui est assez lucide par rapport aux lois et par rapport à tout ce qu'il est en train d'élaborer. Il lui dit que même si moi j'arrive pas à l'appliquer, même que si nous tous mourront, la loi elle continuera de vivre et d'évoluer, donc ainsi va la loi. Et donc peut-être tout ce que je suis en train d'élaborer maintenant, ça pourrait peut-être être utile pour les générations futures. Donc tu vois quand même qui perd pas tout son temps à rien foutre. Et donc du coup il décide, voilà, après t'as Shogun Kun, que vous disiez, qui décide un petit peu de lui parler un petit peu de tout ça, de parler de ce qu'il faut faire par rapport à ça. Voilà, il lui dit aussi la grande décision. Voilà, comme ça, c'est vrai que c'est pas un point que j'ai abordé directement, mais oui, il le met au courant par rapport au projet de conquête de Heisei. Donc voilà, par rapport à tout ce qu'il est en train de mettre en place par rapport à la conquête de la Chine. Donc voilà, même par rapport à une parole, donc qui croit que c'est Saitako qui l'avait dit, et donc non, c'était Heisei. Donc voilà, tu vois que ça fait un petit peu tilter et tout, vu qu'il est un petit peu responsable de la situation actuelle, et surtout qu'il ne fait pas partie de sa faction. Et donc finalement, voilà, il lui demande, voilà, pour lui quel serait justement ça, le genre de loi à mettre en situation, à mettre en application, pour que la conquête puisse se passer pour le mieux, et que surtout l'après-conquête, et que l'unification de la Chine puisse être puisse se passer le mieux possible. Et donc finalement, après, il lui dit, est-ce que tu peux imaginer une telle loi? Et donc il lui dit qu'il le peut, donc voilà, que c'est dans ses capacités, c'est dans ses cordes, mais que voilà, comme il le précise, là je vais le reciter, en partant du principe que vous réussissiez à unifier ces terres sous un seul et même drapeau, puis à créer une législation en partant du principe que la seule chose qui a changé est le nombre de personnes que vous gouvernez, alors ce sera un désastre. Et donc voilà, il lui demande pourquoi.
est-ce que tu sais pourquoi? Et donc, Shogun lui dit assez logiquement, parce que les nouveaux habitants de notre nation seraient d'anciens ennemis que nous avons affrontés, donc voilà, ils auront un petit peu de rancœur vis-à-vis de nous, ce qui est logique quelque part. Et Rishi lui dit que faux, c'est pas à cause de ça, c'est à cause des cultures qui sont différentes, car les six royaumes, voilà, bien qu'ils soient voisins et bien que voilà, ils constituent la Chine tous ensemble, ils sont beaucoup trop différents, que ce soit par rapport aux écritures qui est différente, des mesures différentes, une monnaie différente, des valeurs et une culture même tout à fait globale, voilà, des écoles de pensée aussi différentes. Donc voilà, trop différents et que pour essayer de faire appliquer un modèle qui conviendra à tout le monde, ce serait pas, voilà, ce serait loin d'être aussi simple. Et Ricci a affiné un petit peu plus sa pensée justement en disant que justement les écoles de pensée vont aussi poser problème, voilà, parce que le légalisme va s'opposer immanquablement avec le confucianisme qui vient de Confucius, voilà, comme vous le savez tous, et que donc voilà, un petit peu à l'instar de ce qu'on pouvait avoir durant la guerre froide avec le communiste contre le capitalisme, voilà, américain contre soviétique, immanquablement, alors que là, voilà, il y avait quand même l'Atlantique et le Pacifique qui séparaient un petit peu ces deux nations-là, donc ça allait à peu près. Mais là, par contre, si c'est au niveau, c'est directement intestin, puis c'est au niveau de l'intestin et du cœur même de la Chine, ça sera beaucoup plus compliqué à gérer. Et donc, il lui dit que même si vous arrivez à faire une conquête complète de la Chine, il y aura toujours ce problème. Il y aura une nouvelle guerre qui commencera directement dans la foulée, et cette guerre justement de pensée qui va faire tout simplement qu'une paix durable ne pourra pas réussir à s'établir à l'intérieur de la Chine, et donc voilà, qui fera que tout simplement toute cette conquête militaire n'aura servi un petit peu à rien, vu que tout simplement ça va se déchirer avec une guerre civile très certainement, et que donc voilà, finalement voilà, les problèmes vont continuer un petit peu de s'empiler et de s'enchaîner, et que donc pour pouvoir réussir à avoir une Chine tout entière qui soit unifiée, qui soit sous une législation unique, comme il le précise justement, il faut voilà, que les habitants des 6 autres États, que leur culture soit unie. Voilà, peu importe peu importe d'où ils peuvent venir, de quel conflit, voilà, même les hommes des clans des montagnes aussi, il faut qu'ils soient tous unis sous une seule et même identité. Et il va quand même un peu plus préciser tout ça, vu qu'il a une question pour notre cher Shogun Kun. Mais déjà, ça fait pas mal de choses qui font un petit peu obstacle par rapport à ce projet de conquête de la Chine. Et elle lui a posé la question qui tue. Que sont les lois? Réponds-moi, Shogun Kun. Ça, c'était vraiment classe. Et du coup, après, elle va lui donner une réponse assez simpliste, mais qui résume assez bien le tout. Enfin, en tout cas, pour une réponse assez basique, en lui disant que les lois servent à réglementer les citoyens, en utilisant des sanctions. Donc, voilà, à part que les sanctions, c'est vrai que c'est pas tout à fait comme ça. Enfin, ça doit pas être le but premier, parce que voilà, quand on te met des lois, quand on t'impose des barrières et tout, la première chose que tu vois, enfin que tu ressens, c'est tout simplement d'avoir envie d'enfreindre les lois. Donc mieux vaut pas le prendre dans ce sens-là, dans le sens sanction, faut le prendre d'une manière différente. D'ailleurs, il lui dit ridicule, et que les sanctions ne sont qu'une méthode, mais qu'elles ne sont pas la véritable essence à la base même de la loi. Et Ricci va lui donner la réponse précise par rapport à ce qu'est la loi, justement selon lui, voilà sa définition, est que la loi est un souhait. I have a dream, un moyen de guider une nation et son peuple vers un état idéal imaginé par quelqu'un. Un peu comme les droits de l'homme et du citoyen à l'époque de notre révolution. Si vous voulez un exemple concret qui va vous parler, ça doit être un idéal, ça doit être quelque chose de beau, ça doit être un symbole, quelque chose sur lequel on est fédéré, on est unis. Voilà, par exemple, la loi, liberté, égalité, fraternité, ou même la Marseillaise. Enfin, c'est pas, ça tourne un petit peu autour des lois, ça tourne un petit peu autour de tout ça, ça a été créé à peu près en même temps. Et c'est quelque chose d'assez fédérateur quelque part. Même nous, la France, voilà, je vais vous donner un exemple tout con, ça va vous parler. La France, on est connu pourquoi dans le monde? On est connu pour être le pays des droits de l'homme. Bon, même si on l'applique pas vraiment dans ces derniers temps, ça aussi, il faut bien le souligner. Mais quand même, on est fier de ça, c'est notre identité. Et vous voyez bien comment ça réussit à traverser les siècles. Et là, ça rejoint totalement la définition que vient de donner Ricci. C'est pas seulement le fait simplement voilà, d'être un petit peu bloqué par des lois à gauche à droite. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond et beaucoup plus symbolique que ça. Il y a la symbolique et il y a la fierté derrière tout ça. Et quand même, ça aide un petit peu à mûrir tout ça. Et comme Ricci va encore plus le développer après, ça c'est vraiment excellent. Après l'unification, qu'espérez-vous qu'il arrive à toutes ces personnes vivant en ces terres? Comment voulez-vous qu'ils vivent? Quelle direction voulez-vous qu'ils prennent? Posez-vous bien ces questions. Bon, voilà, en gros, prenez pas le problème à l'envers. Tout simplement, on unifie, puis après, tac, on décide de poser des lois un petit peu à gauche à droite, histoire de mettre un petit peu tout le monde sous le même, que tout le monde soit logé à la même enseigne, d'appliquer des lois un petit peu pour tout le monde. Alors que voilà, faut penser justement à ses habitants. Faut voir grand, penser grand. Ça aussi, c'est vrai, c'est un point important à prendre en considération. Il faut vraiment penser aux populations. Tu vois, avant même de penser à l'armée, avant de penser à l'État que tu vas conquérir, penser aux habitants de ces populations-là, déjà l'image que tu vas refléter, parce que si tu passes un petit peu en conquérant, tu vas pas avoir directement une très bonne image, à part pour les traîtres. Donc voilà, va falloir travailler ton image, va falloir travailler ton comportement auprès des populations, va falloir être proche d'eux, justement essayer un petit peu de comment on pourrait qualifier ça. Voilà, je vous prends un exemple tout con, admettons l'unité Haïti, où ils se sont vraiment battus bec et ongles, ils ont réussi à conquérir l'état de Zhao avec la capitale et tout le bordel. Mais entre temps, ils ont fait un petit peu causé un petit peu de gros désastres sur le champ de bataille.
bataille et sur le chemin qui les a menés pardon, jusqu'à la capitale, et ça a causé beaucoup de désastres parmi les sinistrés. Et ben, avant de repartir en conquête, tu laisses un petit détachement sur place, ou même Shin directement, voilà, qui mettra la main à la pâte, voilà, je dis Shin, mais ça peut être n'importe quel autre membre de l'armée de Qin, et tu aides justement à la reconstruction de ces... à la reconstruction des villages, à essayer de gagner la sympathie des habitants, voilà, en faisant ça voilà, pas contre rémunération, mais en le faisant de bon cœur pour pouvoir au mieux réussir à imposer le modèle de Qin, et en réussissant à poser la vision, et en réussissant pardon, aussi à rentrer dans le cœur des gens quelque part, en montrant qu'on en prend un minimum quelque chose à foutre de vous, qu'on est conscient qu'on a fait beaucoup de désastres et tout ça, mais voilà, on veut essayer aussi un petit peu, entre guillemets, j'allais dire, de vous convertir, mais de vous amener avec nous un petit peu vers notre idéal. Nous, on veut conquérir la Chine pour que tout le monde puisse vivre en paix, et quelque part on y contribue, même si on est obligé de passer par la violence, vu que les pays qu'on essaie de conquérir, ils n'ont pas la même vision que nous, mais on veut essayer de le faire de manière pacifique, c'est pour ça qu'on vient vous aider, tout ça. Bon, ça c'est seulement un exemple, mais franchement ça m'étonnerait pas que ça puisse arriver par la suite, mais voilà, c'est histoire un petit peu que ça vous parle et que vous puissiez prendre conscience de cet exemple-là, et que ça vraiment, ça peut vraiment avoir beaucoup de sens. Et que même, voilà, il dit après l'unification, Richie, mais ça peut aussi être pendant l'unification, pendant la conquête des différents États, de réussir à s'imposer, de donner une image positive auprès des différents citoyens, si bien qu'une fois que la conquête sera totale, bah, tu auras juste à dispatcher différents détachements et différentes personnes de l'État de Qin à gauche et à droite, histoire d'appliquer au mieux la pensée de Qin, et voilà, de vraiment réussir à s'imposer, et de vraiment faire en sorte que ces lois, et que les habitants justement de ces différents pays conquis ne soient pas opprimés, ne soient pas soumis, et voilà, puissent vraiment aussi s'identifier encore une fois au symbole, encore une fois, de la Chine unifiée, de l'habitant de la Chine unifiée, et pas qu'ils se sentent persécutés parce il fait partie d'un État qui a été conquis et d'un État soumis. Même ça, ces termes-là ne devraient même pas prendre part une fois que la conquête aura été effective. Voilà. J'espère vraiment que vous aurez compris cette idée-là. Et comme conclut Richie, il lui précise justement que si vous réussissez, donc la conquête bien entendu, vous commencerez à percevoir les lois que vous désirez. Donc voilà, déjà la conquête, et puis aussi tout ce qu'il lui a dit un petit peu avant, voilà, réussir à cerner un petit peu les différents citoyens, à réussir à se poser les bonnes questions. Et là justement, bah, tu verras les besoins qui seront nécessaires, et du coup tu pourras appliquer les lois qu'il faut en conséquence, et des lois sur lesquelles tout le monde pourra se reconnaître, peu importe qu'il habite à Qin ou qu'il habite à qui à l'autre bout de la Chine. Ça aussi, c'est un bon point à prendre en considération. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que Shogun commence un petit peu à prendre conscience. Il lui dit, d'accord, en fait, c'est vraiment la preuve que c'est lui justement le gardien du légalisme, le digne héritier de Saitaku, et donc voilà, il prend un petit peu conscience aussi que c'est pour ça que c'est lui justement qui a assisté à la rencontre entre le roi de Qi, pardon, Uken, et puis Heisei. Donc voilà, il prend un petit peu aussi conscience de tout ça, et de l'immense responsabilité qui va lui incomber un petit peu par la suite. Et surtout en plus Tarichi qui remartèle encore une fois par tout ça, qui lui dit qu'il faut vraiment faire tout ça avec conviction, car si tu mets un petit peu des lois absurdes, et que tu mets des lois bidons en place, et bah elles vont causer un petit peu la perte de Qi, la perte de cette paix que vous aurez pris, et de cette conquête que vous aurez pris de tant de temps à instaurer. Vous serez déchiré par la guerre civile, et au final les premières victimes ce seront même pas vous, ce seront directement ces citoyens qui n'auront pas réussi à s'identifier à cette nouvelle Chine utopique idylliste qui aura été unifiée. Idyllique d'ailleurs. Et du coup, là, bah, je vous fais cette dernière page transactionnelle, donc ça rejoint un petit peu ce que je pensais. Et du coup, bah, le prochain chapitre va vraiment être impatient à suivre, vu que voilà, un petit peu Shogun commence à prendre conscience de l'ampleur de la tâche qui lui incombe. Et du coup, bah, il déclare vraiment quelque chose qui est tout à fait logique, comme il le précise, pour que je puisse me rendre compte tout seul. Alors attendez, je reprends juste la page d'avant, parce qu'il commence un petit peu à penser justement, et puis à voir un petit peu tout ça. Donc il déclarait, c'est donc Richie, le gardien du légalisme. C'était donc vraiment son intention. Saitaku-sama m'a fait rester lors de cette rencontre. Donc voilà, la rencontre entre les deux rois. Et pour que je puisse m'en rendre compte tout seul, donc voilà, que je puisse prendre conscience de tout ça, voilà, pas qu'on ait besoin de me le dire. Et du coup, Richie, voilà, en train de gueuler, en train de le dire très fort, pour le bien du monde qui viendra après l'unification, nous avons besoin des capacités de cet homme. Je t'en supplie, prête-nous ta force. Et donc oui, ce sera seulement avec les 4 piliers, enfin plutôt les trois piliers restants, que le rêve de... Ça aussi, c'est assez marrant voilà, de voir un petit peu cette symbolique-là, que c'est seulement grâce à l'aide des hommes de Ryofui, à la base des 4 piliers grâce à l'aide des 4 piliers de Ryofui, mais aussi grâce à des mecs comme Seikyu. Donc on voit vraiment tu regardes tous ceux qui composaient pratiquement l'armée de Qin au début de Kingdom. Tu regardes l'armée de Qin qui était opposée, voilà, t'avais Seikyu qui avait fait un coup d'état, t'avais Uki qui respectait pas son roi. Alors là, tu les prends vraiment tous, bon, à part Ketsushi, donc voilà, celui qui était un des chanceliers qui était directement lié à Punaise, à Ashishi justement, comme je vous le disais, voilà, c'était un de ses hommes de main, puis il faisait partie de la faction de Seikyu. Bon, voilà, lui il s'est fait buter parce qu'il servait à rien et tout. Et même Ryofui, je me demande si Ryofui
à un moment donné. Bon, même si c'est vrai que c'est un enfoiré de première, alors bon, et puis surtout, pendant un temps, je me suis dit, pendant un temps, c'est vrai qu'on s'est tous posé cette question, est-ce que c'est lui le vrai père de Aisei ou pas, voilà, vu que c'était j'allais dire la maîtresse, bon, en l'occurrence, non, c'était plus la reine qui était sa maîtresse, voilà, ou c'est plus, voilà, c'est plus un, enfin bref, il faisait cocu le roi, tout simplement, ça aussi, c'est un point important à préciser. Et du coup, vu que Ryofui n'est pas encore mort, mais avec son jugement doit encore quand même avoir lieu, on peut se poser beaucoup de questions. Et peut-être, alors après, voilà, pour moi, je pense pas qu'il va mourir tout de suite, mais il aura un rôle important à jouer. Soit il va aider l'armée de Qin, il va aider à la conquête, à la conquête de la Chine, ou alors il va être un de leurs plus féroces opposants, et il va trouver un moyen pour réussir à s'échapper, et pour tout faire, encore une fois, pour détruire Heisei qui a détruit sa vie, qui a détruit son projet de devenir le nouveau roi de Qin, de devenir le nouveau boss, simplement, en fait, de cette Chine unifiée. Enfin, non pas de cette Chine unifiée, vu que lui, c'était pas son projet, vu que c'était un marchand et puis un négociant. Mais c'est fort quand même de voir que tous ceux qui étaient opposés à la base à Heisei vont l'aider à, je pense, à conquérir la Chine et vont l'aider à réaliser son rêve, à réaliser son utopie. Et même au-delà de la sienne, celle du roi Shao, son feu, son grand-père. Et ça, franchement, c'est une super belle symbolique. Et c'est pour ça aussi que Kingdom est aussi prenant et passionnant. Et maintenant, tout l'intérêt, voilà, toute la suite va être intéressante de voir est-ce que Richie va être d'accord, va être assez loquace pour directement voilà, oublier un petit peu tous ces griefs qu'il a à l'encontre de la faction de Heisei, qui l'ont conduit un petit peu à être là où il est aujourd'hui. Ou est-ce qu'il va rester dans sa prison à essayer d'élaborer ces lois utopiques pour une génération future, alors qu'il pourrait directement essayer de l'élaborer en corrélation avec son roi, et puis avec sa faction, et puis avec les dignitaires du gouvernement, en tout cas avec les légalistes, les hommes de science, voilà, même avec Shiship et tous les autres. Donc voilà, ça pourrait quand même être intéressant aussi de voir tout ça. Donc j'espère qu'il fera le bon choix. Et puis avec Shuai Kun, voilà, vu qu'ils étaient les deux anciens membres des 4 piliers, même s'ils étaient un petit peu divergents, en tout cas, au moment où Shuai Kun a retourné un petit peu sa veste, mais bon, il l'a retourné pour une bonne raison, et au moins il est retourné. Voilà, maintenant au moins il sert son roi, il sert pas un usurpateur qui veut prendre tout simplement le contrôle du pouvoir. Enfin bref, pour moi Shuai Kun, ça c'est pas un traître. Voilà. Même s'il a un petit chouïa craché dans la soupe, il l'a fait pour une bonne cause, et même une très très bonne cause. Encore une fois, ça on peut en débattre pendant longtemps, ça aussi, mais vous me ferez pas changer d'avis par rapport à cette position là. En tout cas voilà, hâte de voir la suite. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse débattre, interagir, spéculer et théoriser par rapport à tout ça. Sur ce, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, un petit peu avant, ça dépend si on a beaucoup de chapitres qui sont traduits. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.